il est retourné sur le terrain pour aller à la rencontre de ceux qu'il avait croisés de façon un peu inattendue lors de son premier voyage en France, qui sont ce qu'il a appelé les défricheurs. Alors, ce sont des gens qui vivent déjà selon une échelle de valeurs en rupture avec celle qu'impose la société actuelle. Et ce sont des Français qui innovent déjà dans leur façon de consommer, de travailler, qui donnent la priorité à la qualité des relations et qui sont aussi attentifs à l'impact écologique de leur mode de vie. Leur idéal et leurs idées, ils les mettent en œuvre dans de vastes champs d'expérimentation, agriculture paysanne et circuits de proximité, éco-village, habitat partagé, renouveau coopératif, solidarité inventive, éducation populaire et école alternative. Enfin, tout ça, tous ces gens-là, Éric est allé les rencontrer et il raconte ce périple et cette découverte dans ce livre, Les Défricheurs. Voilà. Et donc, nous l'avons invité à vous parler de ce mouvement-là. Et puis, ce que j'ai trouvé très intéressant chez Éric, c'est que c'est un vrai journaliste. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui regarde les choses telles qu'elles sont, sans partir forcément avec des a priori, et qui est lui-même travaillé par la matière. Voilà, donc je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre de la transformation, je pense, chez lui, depuis 3 ans. Enfin, je crois que tu as vraiment été transformé par les gens que tu as découverts, il me semble. Voilà. Donc, je te donne la parole, Éric, jusqu'à la pause de 10h30. Bonjour, merci pour votre invitation. Je ne sais pas si je vais survivre à cet éloge matinal qui me fait plus rougir encore que la chaleur qui va, hélas, nous être imposée. Je suis ravi de cette invitation et c'est vrai que le thème de votre rencontre, de votre université d'été, c'est comme ça que vous l'appelez. Attention, maintenant, ça commence à être galvaudé, l'université d'été, tout le monde fait ça. Et en règle générale, dans beaucoup d'endroits, on n'y apprend rien. J'espère que c'est pas le cas ici. Je parlais des universités d'été des partis politiques, puisqu'on a signalé que j'étais, personne n'est parfait, journaliste politique d'origine. Mais je me soigne, vous allez le voir. Alors maintenant, on arrête de blaguer et, après mûre réflexion, j'ai décidé d'entamer mon propos en vous parlant de la Genèse. Alors, j'en vois qui s'inquiètent. Rassurez-vous, je ne vais pas remonter à la nuit des temps, mais c'est vrai que pour comprendre mon travail et peut-être le situer, c'est opportun de s'interroger sur mes motivations. Vous avez déjà donné un mot, mais il y a une époque on disait « d'où tu parles, camarade ». Ce questionnement est un peu dépassé. Et en même temps, c'est toujours utile de savoir comment sont situés les propos, quelle est la motivation d'une enquête. Donc, en effet, moi, je suis frappé par la méchanceté du siècle, au sens où, journaliste politique, je vis de plein fouet la double crise du journalisme et de la politique. Vous savez qu'on est dans un pays, toute la presse souffre, Internet qui est une invention magnifique, et moi, quand on est curieux, j'imagine que vous l'êtes aussi, c'est un champ d'exploration extraordinaire, mais il y a quelques petits inconvénients aussi, notamment cette culture de la gratuité qui fait que les médias souffrent. Et la presse française souffre tout particulièrement. Si vous imaginez que depuis le milieu des années 70, aucun nouveau titre généraliste n'est né et a survécu. Là, je fais allusion à l'événement du jeudi, si on considère que Marianne, dont j'ai été un des fondateurs, n'est que la reprise de la formule de l'événement de jeudi. Donc, la presse est en crise. Je ne trouve pas chaussure à mon pied, c'est-à-dire journal dans lequel j'aurais vraiment envie d'écrire. Peut-être que j'aurais dû essayer la vie, mais bon... Il faudrait peut-être que je me convertisse, donc, ou que je serai un élément d'ouverture. Mais enfin, vous êtes déjà très ouvert. Vous êtes déjà très ouvert. Oui, c'est ce que j'ai cru lire. Et donc, crise du journalisme qui fait que je préfère faire des livres. Aujourd'hui, d'ailleurs, une vraie enquête, ça devient rare dans la presse. On fait des livres. D'ailleurs, souvent, c'est des faux livres. C'est des livres qui pourraient faire, justement, une enquête de quelques pages dans un magazine. Mais l'économie de la presse est de cette nature. Autre malheur qui m'a frappé, c'est la crise de la politique. Moi, je suis passionné par la chose publique,
Mais je ne dédaigne pas les jeux politiciens dans l'amusement qu'ils peuvent provoquer, ce qu'on appelle politics, mais je préfère les policies, en tout cas, c'est-à-dire les politiques publiques, les enjeux de fond. Et le mieux, c'est quand les deux sont couplés, quand vous avez la scène politique qui a un sens du point de vue du fond des enjeux. Or, il faut bien reconnaître que c'est de moins en moins le cas. Résultat, j'ai dû me recycler, mais j'ai dû me réorienter, et je ne m'en plains pas, parce que, comme l'a dit Dominique, ça m'a sinon transfiguré, en tout cas un peu transformé. Et je me consacre maintenant essentiellement, je fais toujours un peu d'analyse politique. Si ça vous intéresse, vous allez sur le site slate.fr et toutes les semaines, je gratifie les lecteurs de ce site de mes analyses. Mais pour moi, l'essentiel n'est pas là. Je connais le jeu politique, il m'amuse un peu, mais de moins en moins. Donc l'essentiel, c'est l'exploration de la société française. Ça avait commencé par un livre très étrange, intitulé « Voyage en France », voyage au pluriel, au Seuil, en 2011, où j'étais parti, au petit bonheur la chance, à la rencontre de Français divers et variés. En sillonnant ce beau pays, mes filles disaient que c'était un prétexte pour manger du bon fromage et boire du bon vin. Ce n'était pas tout à fait faux, mais il y avait quand même des choses derrière. Et je connaissais un peu la France, j'aime bien être un voyageur et pas simplement un touriste. C'est assez curieux. D'ailleurs, puisque je suis devant cette assemblée, je ne résiste pas au plaisir de dire qu'une fois dans une église, je vois un texte assez intelligent sur la différence entre le touriste, le voyageur, le pèlerin. Et le pèlerin, d'ailleurs, étant évidemment beaucoup plus proche du voyageur que du touriste. Et je me suis dit, tiens, je suis une sorte de pèlerin sans le savoir. Bon. Attention, j'ai oublié qu'il y avait un concurrent qui se nommait de la sorte, mais bon. Et ce qui fait que... C'est bien, il y en a qui suivent, Ce qui fait... Après, on rigolera moins, hein, donc profitez-en, c'est l'introduction, c'est pour mettre de bonne humeur. Mais vous l'êtes déjà. Et donc, cette découverte de la France... J'étais pas totalement niais, je connaissais quand même un certain nombre de choses. Mais c'est vrai que c'est un pays d'une diversité, et pas simplement géographique, mais aussi sociologique. Et c'est là que j'ai découvert, en effet, des gens qui, sans attendre des lendemains qui tardent à chanter, sans attendre un grand soir qui lui aussi commence à tarder, vivent d'ores et déjà selon une échelle des valeurs différente de celle qui nous est en effet imposée, que je résume avec deux ismes. Alors le problème des ismes, c'est que c'est des abstractions, ça prête parfois à confusion, mais quand même ça veut dire quelque chose. Le consumérisme, car je suis désolé de le dire, mais enfin ça ne vous a pas échappé, mais la religion dominante, de mon point de vue, c'est le consumérisme. Et les endroits où les foules se rassemblent et communient, entre guillemets, dans un certain rite, ce sont les hypermarchés. Hein. Ce sont ces zones commerciales insensées. Il m'arrive d'y aller, hein. Je ne suis pas un ovni. Mais ce consumérisme qui est fondé, comme vous le savez, sur la frustration, qui est fondé sur les recettes publicitaires, où les gens ne sont jamais contents de ce qu'ils ont. Ils ont un smartphone, mais il leur faut toujours la dernière génération, etc. C'est quelque chose qui est véritablement, non seulement dans les têtes, mais dans les pratiques, dans les attitudes, dans les actes qui façonnent la société, et ceux qui s'en extraient au prix d'un certain nombre de sacrifices dont je parlerai. Hein. Je ne vais pas... Moi, ce n'est pas un livre de propagande, hein. C'est ici le chemin, suivez la voie des défricheurs. Vous allez voir, c'est un peu plus compliqué que ça. Bon, mais ces gens ont rompu avec le consumérisme. Et le cousin du consumérisme, c'est le productivisme. Hein, perdre sa vie à la gagner, de vouloir toujours que la machine économique, qui est de plus en plus grippée, fonctionne toujours plus vite, alors qu'on a déjà du mal à la maintenir en l'état. Donc cette espèce de productivisme avec ces espèces de veau d'or qui s'appellent la compétitivité. Alors au nom de la compétitivité, que ne ferait-on pas ? Bon, là aussi, les gens que j'ai rencontrés, c'est pas du tout qu'ils soient pas travailleurs, loin s'en faut. D'ailleurs, ils sont pas aux 35 heures souvent, mais ils sont pas dans cette logique-là.
Alors, ce voyage en France m'a fait découvrir ces gens-là et m'a donné donc l'idée et l'envie de consacrer un nouveau livre à ces gens-là en particulier, voyage en France étant, si je puis dire, généraliste. Donc j'en viens au sujet lui-même. Alors d'abord, il faut dire que là, j'ai en effet découvert une France méconnue parce que les médias en parlent relativement peu. Quand ils en parlent, c'est un peu sous l'angle folklorique. Hein, c'est des gens un peu bizarres qui vivent dans des yourtes, qui sont comme ça dans des modes de vie un petit peu huluberlus. Et on ne se rend pas compte à quel point il y a déjà une minorité, bon, dont il ne faut pas surestimer l'importance, j'y reviendrai, mais qui est dans cet état d'esprit et surtout qui est dans ce mode de vie. Hein, parce que c'est des gens qui pratiquent leurs idées. Ils ont une cohérence entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Alors c'est une France méconnue, mais ce n'est pas uniquement de la faute des médias. D'ailleurs, ce n'est jamais uniquement de la faute des médias. C'est aussi un peu de leur propre faute, ou en tout cas de leur propre responsabilité. Parce que souvent, ces défricheurs se sentent tellement en rupture, ou en écart par rapport à la société, qu'ils pratiquent un petit peu la formule que l'on connaît bien, pour vivre heureux, vivons cachés. C'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas la publicité, ce n'est pas des rois de la communication, et souvent j'ai dû les débusquer et les convaincre de témoigner, parce que ils se méfient, les médias, un journaliste. D'ailleurs, je me présentais comme écrivain. Après tout, quand on a écrit 9 livres, on peut être, même si je suis essayiste, je ne réussis pas toujours, mais on peut toujours prétendre à ce titre. Mais un journaliste, quelqu'un d'extérieur, il s'en méfie beaucoup. Mais une fois qu'on a abattu le mur de la méfiance, par contre, le courant passe et il raconte avec beaucoup d'intérêt et de détails leur expérience, leur réussite, mais aussi leurs difficultés. Alors, il faut trouver un titre. Hein, quand on fait un livre, c'est préférable. Donc, et quand on essaye d'explorer un univers, c'est pas mal de trouver un mot qui essaie de ramasser cet univers, enfin de le décrire, de l'incarner un petit peu. Donc j'ai pris ce mot de défricheur, de gens qui donc explorent un type de société qui serait une société un petit peu nouvelle, qui peuvent être en effet des préfigurateurs d'impossibles avenirs. Je ne suis pas sûr que tous mes défricheurs vont être contents d'être regroupés dans ce livre et avec cette étiquette. Pour la bonne raison que, mais ça c'est peut-être ce qui fait aussi l'intérêt de cette enquête, c'est que je balaie un champ qui est extrêmement large. C'est-à-dire que ça va de gens, et là je vais vous donner des exemples, hein, pas un propos trop général, hein. J'ai mis ça sur mon petit papier, je vais essayer de suivre ça, parce que des fois je me laisse embarquer. Ça va de gens qui sont très en rupture avec la société, jusqu'à des gens qui sont simplement, qui peuvent être insérés tout à fait dans l'économie de marché, avoir des entreprises, mais qui ont une authenticité dans cette singularité dont j'ai parlé. Alors, quelques exemples. Les plus en rupture, c'est un petit peu les nouveaux dissidents, en quelque sorte. Alors, il y en a qui relèvent, je ne dirais pas de reliques, mais d'un héritage, d'une période qui maintenant est assez lointaine, c'est-à-dire tout le mouvement 68 art, les belles années 70 qui étaient quand même plus à gauche que maintenant. Et il y a encore quelques communautés que j'ai rencontrées. Je pense à la Nef des Fous, c'est comme ça qu'eux s'appellent, hein, c'est pas moi mon qualificatif. Alors c'est d'un coin perdu, à 1800 mètres dans les Alpes. Et là, il y a une petite communauté qui existe depuis plusieurs décennies, dont, non pas le gourou, mais disons l'inspirateur, se fait appeler Diogène.
et qui en effet pratique assez la philosophie que l'on prête à Diogène, parce que comme vous savez, il n'a pas laissé beaucoup d'écrits, il était plutôt dans la tradition orale. Et donc ça, on voit encore, il y a des jeunes qui viennent, enthousiastes, c'est pas nombreux, hein. Ça tourne, c'est une communauté d'une dizaine, quinzaine de personnes, et ils sont là à vivre. Alors, ils ont des principes extrêmement radicaux, puisqu'ils refusent la monnaie, qu'elle soit unique ou pas, euro ou pas, ils ne sont pas dans ces débats, ils refusent les échanges monétaires. Alors, par exemple, ils élèvent des brebis, et de temps en temps, quand même, il y a besoin d'un vétérinaire. Donc, le vétérinaire arrive, fait son œuvre, et en échange, un beau jour, il a 1 ou 2 gigots. Voilà. Donc, ça s'appelle le troc. Bon. Ils étaient tellement radicaux qu'au début, ils avaient comme principe, Diogène avait philosophé ça, alors que le vrai Diogène, je ne suis pas sûr qu'il se soit occupé de ces questions, il ne voulait pas que les enfants connaissent leurs parents. Donc c'était... Ah oui, ça, j'avoue que c'est choquant, moi, là-dessus. Mais en plus, ça n'a pas marché, parce que les enfants reconnaissaient leur mère, en tout cas. Diogène m'a raconté ça avec un certain étonnement. Et donc ça, ils ont abandonné quand même ce genre de principe. Hein. Donc, vous voyez, ils ont quand même un peu évolué. Mais bon, alors ça, c'est là. Je commence le livre par ce témoignage, au risque d'ailleurs de faire fuir un certain nombre de lecteurs. Mais ça, je veux dire, c'est une pointe extrême. Beaucoup plus significatif, il y a ce que j'appelle les îlots verts, c'est-à-dire des endroits qu'on peut appeler éco-villages aussi, où se sont regroupés des gens qui partagent donc cette philosophie, qui en gros est l'écologie sociale. Alors là, c'est important de préciser écologie sociale au sens où ce n'est pas les écolos bobos dont on nous rebat les oreilles. C'est-à-dire, ce n'est pas des gens qui mangent bio pour rester en bonne santé et qui arrivent en 4x4 dans le parking du supermarché bio. C'est pas ça, hein, c'est pas ça mes défricheurs. Hein. C'est des gens qui relient de façon très étroite, et après tout, conceptuellement, c'est pas faux, le respect de la nature et le respect des autres. Le lien avec la nature et ce qu'on appelle le lien social, dont on parle d'autant plus qu'il est parfois mal pratiqué, comme le vivre ensemble. Donc c'est quand même des gens, c'est une écologie sociale qui est donc très très attachée à la qualité des relations humaines, à la qualité des relations entre ces personnes. Et donc quand elles se regroupent avec une philosophie commune, ça peut donner de très belles choses. Il y a, alors là je vous citerai à chaque fois, j'ai cité qu'un exemple, parce qu'on m'a dit quoi, 1 heure maximum, c'est ça? On a jusqu'à 10h30. Oui, mais il ne faut pas que je sois trop long, hein, je me connais. Hein. Non, mais ça devrait aller. Donc alors là, je suis désolé, c'est encore dans les Alpes, mais souvent ils sont dans des beaux endroits, hein, mes défricheurs. Hein. Et là, c'est le village d'Éour. Je ne sais pas si quelqu'un en a entendu parler. Vous allez sur Internet, enfin, n'allez pas sur Internet, achetez le livre d'abord, hein, parce qu'après... Le village d'Éour, et voilà, c'était un village des Alpes, comme il en existe beaucoup, et qui avait totalement périclité. Et au début des années 80, un certain nombre de pionniers arrivent. Là aussi, on est dans la suite du mouvement 68 Arts, sauf que là, ensuite, ils ont... ça a évolué, les générations sont passées, et de nouveaux sont arrivés, etc., etc. Et donc le village renaît, et aujourd'hui, c'est un endroit tout à fait incroyable. C'est un gros village. D'ailleurs, ils ont un problème, ils ne peuvent pas accepter trop de monde. Il y a même une pression sur le prix des maisons, parce qu'au bout d'un moment, ça peut attirer aussi des résidences secondaires qui, pour être écolos, sont quand même des gens qui ne sont pas là tout le temps, par définition. Et donc là, la commune, qui est évidemment contrôlée par ces gens-là, essaye de limiter les choses. Et là, on a toute une série de personnes qui ont des activités assez variées, dans l'agriculture, une maraîchère bio, mais de l'origine, hein, qui fait ça depuis très très longtemps,
Il y a des jeunes qui sont plus sur des stages de développement personnel. Il y en a d'autres qui sont dans l'artisanat. Enfin, il y a des activités très très variées et qui sont avec un certain nombre de mutualisation de coûts sur les voitures, sur des choses comme ça. C'est un village, pour vous dire les choses, qui a voté à 42% pour Eva Joly en 2012. Alors, vous voyez que c'est assez particulier, parce que pour voter Eva Joly en 2012, il fallait être motivé quand même, donc, même quand on était écologiste. Et c'est un village dirigé par les femmes, ce qui n'est pas plus mal. Je dis ça parce que j'ai fait mon analyse sociologique, là. Et le mouvement d'ailleurs des défricheurs, j'aurais pu appeler les défricheuses, ça aurait fait peut-être un peu bizarre. Et puis j'aime pas cette mode de toujours féminiser. Enfin là, peut-être, mais c'est vrai qu'il y a une composante féminine qui est très importante, si ce n'est majoritaire, dans cette mouvance. Et là, il y a on dit maintenant une maire qui gère ça avec tous les systèmes d'entraide et de participation qu'on peut imaginer. Tiens, à propos des religions, là, puisque je suis là face à un public qui a priori est croyant, ils ont un truc bizarre. Ils ont une église, ça c'est pas bizarre, dans un village, mais comme il n'y en a pas beaucoup de croyants, et surtout le problème c'est qu'ils sont des croyants de croyances différentes. Il y a des bouddhistes, il paraît que c'est à la mode, il y a des catholiques, il y a des protestants, il y a des juifs, Et ils ont décidé de faire une cérémonie commune. Je ne sais pas s'ils vont être excommuniés ou je ne sais pas comment ça va se passer, mais ils font de temps en temps une petite cérémonie comme ça, où ils regroupent ils regroupent des personnes de cultes différents qui peuvent avoir chacune apporté sa lecture ou son propos. Voilà. Alors, il y a aussi... Alors, dans les îlots verts, il y en avait beaucoup, mais peut-être qu'ensuite, dans le débat, on en parlera. Mais il y a quelque chose dont je parle moins parce que c'est plus connu, c'est le Vieil-Audon, où c'était un peu le même principe. C'était un village abandonné, dans un super coin, dans des gorges de l'Ardèche, et qui, aujourd'hui, a des tas d'activités très différentes, mais qui est plus dans l'accueil et la pédagogie de visiteurs. Alors que Éour, c'est le village classique. Ils ne cherchent pas tellement à ce que les gens viennent les voir. Il y a ce que j'appelle aussi, donc là on s'approche par cercle concentrique de la logique plus de la société, on est moins en rupture, ce que j'appelle les éco-militants, c'est-à-dire des gens qui font des réalisations, mais qui sont insérés dans la société, qui ne sont pas mis à l'écart, parce que les îlots verts, j'y reviendrai. Le charme et le problème, c'est qu'ils s'isolent un petit peu de la société, c'est des micro-sociétés. Donc les éco-militants, eux, non, ils sont dans la société et simplement ils ont une activité qui est en rapport avec leurs idées et une activité souvent efficace. Ce sont des... Mais des défricheurs sont à la fois des idéalistes et des pragmatiques. Ce sont des gens, ça change d'une certaine génération que j'ai connue quand je faisais de la politique dans les années 70, on parlait beaucoup, mais il faut bien reconnaître que l'efficacité et la pratique n'étaient pas toujours au rendez-vous. Et qu'en tout cas, entre le discours de certains militants et la façon dont ils vivaient, il y avait comme un petit décalage. Bon. Là, non, eux, ils sont dans ce souci de cohérence. Alors, il y en a qui peuvent travailler avec des collectivités locales. Vous savez qu'il y a eu un programme là, pourtant il ne fait pas encore très chaud, j'ai oublié le nom, un programme écologique. C'est pas important, c'est un nom de programme, mais certaines municipalités l'ont pris au sérieux et j'ai rencontré des gens qui réalisaient des choses tout à fait intéressantes dans ce... Ça vous dit quelque chose, Voilà. En plus, j'ai un public véritablement pointu. L'agenda 21. Et ben, dans le Jura, j'ai rencontré un type qui, non seulement a créé une association pour défendre son territoire, parce qu'ils sont très attachés, c'est des gens enracinés, très attachés à leur territoire, et en plus de ça, qui réussit à convertir,
ne faut pas que je me laisse influencer. Il ne faut pas en rajouter. Oh, je ne suis pas vraiment un démagogue, hein, mais qui réussissent quand même à faire prendre conscience à des populations qui, a priori, n'auraient pas tellement cette sensibilité, les enjeux écologiques et de façon très, très concrète. Mais pour les éco-militants, je vous donnerai l'exemple de l'écocentre. Alors, pas confondre éco-village et éco-centre, hein, c'est là que ça se complique. Hein. Éco-centre, c'est simplement un endroit qui attire du monde, des visiteurs, et qui a un rôle de rayonnement et de pédagogie. L'éco-centre de Riscle. Alors, est-ce qu'on dit Riscle? Non, Riscle, dans le Gers. C'est Riscle, hein. Voilà. Alors, là aussi, le Gers, bon, c'est joli. Et là, c'est une petite commune, hein, Riscle. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est une association faite vraiment par des gens du coin, dont des agriculteurs, qui étaient maris de voir leur commune péricliter un peu, la population vieillir, les jeunes partir. Et ils se sont dit, il faut absolument qu'on maintienne la population, voire qu'on attire des jeunes. Et ils ont créé donc une association de défense. Ils ont dit, pour maintenir et attirer la population, le mieux, c'est encore d'améliorer notre qualité de vie. Et ils ont commencé par ce qui est très important, on le verra dans la journée, c'est l'eau. C'est la qualité de l'eau, et qui était déplorable, comme souvent dans des zones rurales. Et ils ont mobilisé la population avec cette association, et ils ont réussi à avoir une véritable victoire sur la qualité de l'eau localement. Et résultat, de fil en aiguille, cette association est devenue pierre et terre et a réussi, en lien avec les élus locaux, parce que mes défricheurs n'aiment pas les politiques, sauf ceux qui connaissent, c'est-à-dire les élus locaux. Enfin, pas toujours, hein, mais souvent, en tout cas, il y a beaucoup de réalisations qui n'auraient pas pu avoir lieu sans non seulement la complicité, mais parfois les financements des collectivités locales. Et là, vous avez un magnifique écocentre. Non seulement, c'est les fameuses architectures en bois, les maisons passives, avec des grands auvents qui fait que vous n'avez pas trop chaud l'été, et puis si c'est bien orienté, vous avez assez chaud l'hiver parce que le soleil arrive au bon moment, au bon endroit. Tout ça doit être calculé, attention. Et c'est un endroit magnifique. Et là, ce n'est pas pour le bobo qui se dit « Tiens, je voudrais faire un petit truc écolo ». Non. Là, on vous apprend concrètement comment améliorer votre logement, comment faire une maison en paille, si vous voulez. C'est un truc aussi très, très à la mode. Mais au début, je rigolais parce que moi, j'avais le souvenir des petits cochons. Mais on m'a vite remis à ma place en disant « Les petits cochons ont fait beaucoup de tort aux maisons en paille ». Et en effet, ensuite, j'en ai vu énormément. Mais c'est extrêmement agréable. Et là, vous avez une thermie qui est en effet tout à fait, si c'est bien fait, la paille avec de la terre autour, des enduits, tout ce qu'il faut, bien écologique, c'est très bien. C'est un seul défaut, comme souvent ces trucs écolos, c'est que ça demande beaucoup de main-d'œuvre, de temps. C'est-à-dire que on fait de la qualité parce que ça peut durer très longtemps, ça se durcit là-bas, mais c'est évidemment plus long à monter une maison en paille qu'une maison en parpaing. Donc ils apprennent des tas de techniques de construction, d'environnement, et c'est devenu un centre d'attraction où les gens viennent de très loin, découvrent le coin, voire s'y installent. Donc le coup est très très bien joué. J'en viens à ce que j'ai appelé les alter-entrepreneurs. Alors là, on est encore plus proche de la société, puisque là, ce sont des gens, ce sont des entrepreneurs. Donc, ils agissent dans le cadre de la société. Alors, il y a toute une série de coopératives. Il y a un renouveau du mouvement coopératif dont je parlerai un petit peu plus tard. Mais là, je vais parler d'une réalisation qui m'a beaucoup impressionné, qui s'appelle Equiforia.
Equiphoria, alors là, on est en haut des gorges du Tarn. Et c'est l'histoire donc d'un couple, un couple d'amis. Hein. Ils ne sont pas en couple, hein, mais dans le livre, il y a une petite confusion. Je ne sais pas, peut-être que maintenant ils seront en couple. Mais, et donc l'un était dans la finance, par mot et par veau, à Singapour, etc. Et puis elle était aux États-Unis et s'intéressait, elle, aux chevaux. C'était des amis d'enfance qui s'étaient perdus de vue. Et puis au bout d'un moment, lui, il en avait marre d'avoir un métier, vous imaginez, bien rémunéré, mais dont le sens profond commençait à pas lui échapper, mais il le comprenait trop bien. Donc il avait envie de faire de sa vie professionnelle autre chose. Et elle avait découvert aux États-Unis la thérapie par les chevaux, qui est beaucoup moins développée en France, et avait envie de revenir dans son beau pays, parce que les États-Unis c'est bien, mais la France c'est mieux, et pour mettre en œuvre cette thérapie qui en France est très peu développée dans la mesure où il y a des centres équestres qui peuvent pratiquer ça, mais il n'y avait pas d'endroit véritablement professionnellement dédié à ce type d'exercice. Donc ils ont créé Equiphoria, ils ont racheté avec l'aide du Conseil général, qui était dirigé par Jacques Blin, qui était un centriste bon teint. Et ils ont créé donc ce centre équestre. J'ai assisté à des séances, c'est tout à fait impressionnant. Vous avez des gens qui sont handicapés, mais c'est des handicaps lourds, soit physiques, soit mentaux. Enfin, il y a des gens qui sont complètement paralysés, la moitié du corps, qu'on fait monter sur un cheval. Alors vous imaginez que c'est évidemment coûteux comme méthode, parce qu'ils ne montent pas sur le cheval en sautant. Donc il y a besoin d'avoir tout un encadrement et un protocole qui est extrêmement rigoureux. Mais avec des résultats, j'ai vu des vidéos qui sont tout à fait impressionnants. Et là, les difficultés, c'est par rapport au conservatisme, parce qu'ils arrivent dans les financements, plus ou moins, ils se débrouillent, etc. Mais le conservatisme, c'est le corps médical qui n'ose pas toujours faire confiance à ce type de pratique. Alors, mes défricheurs, donc il y a une galaxie qui balaye un champ très large, mais en même temps, ils balayent aussi un champ très large dans leur secteur d'intervention. Le premier, j'ai commencé par celui-ci parce qu'on est en France, donc quand même la France était jusqu'à il y a quelques décennies, enfin un peu plus d'ailleurs, un pays où l'agriculture jouait un rôle extrêmement important. Vous savez ce qu'il en est. Aujourd'hui, c'est 5% de la population active, mais il y a un petit mouvement, il ne faut pas aussi l'exagérer, ce que j'appelle les nouveaux paysans. Il y a un certain nombre d'agriculteurs, de jeunes agriculteurs qui s'installent, qui étaient d'origine citadine. C'est pas facile d'ailleurs, parce que pour trouver des terres aujourd'hui, c'est très compliqué. Mais il y a des jeunes qui sont très passionnés par ce métier. Alors évidemment, eux, non seulement sont bio, mais ils ne sont pas bio au sens de l'étiquette, parce que ce qu'on m'a bien expliqué, vous verrez ça parce que vous lirez le livre, c'est qu'il n'y a pas... on peut très bien ne pas être dans les standards du bio tels qu'ils sont dans certains secteurs, et puis si on travaille de façon écologique, de façon locale, etc., on peut avoir des produits qui, d'un point de vue écologique, sont d'une qualité au moins aussi bonne. Il ne faut pas trop se fier aux étiquettes. Il y a des nouveaux paysans, et alors aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils mêlent souvent des activités différentes. Là, je vais vous parler de la ferme en coton, non seulement parce que ça fait très poétique. Là aussi, c'est dans le Gers, désolé. Mais il y a des endroits, j'en parlerai, où il y a plus de défricheurs que d'autres. Ça, c'est quelqu'un qui était... Il y a beaucoup de reconversions professionnelles aussi dans mes défricheurs. Il y a des jeunes qui s'installent
Et puis il y a des gens qui, au milieu de leur existence, s'interrogent sur le sens de ce qu'ils font et puis bifurquent. Et il était responsable d'un grand magasin parisien, enfin gérant en tout cas, et puis elle était enseignante. Et les deux commençaient à s'ennuyer comme des rats morts dans leur métier, et ce qui fait qu'ils avaient envie d'avoir une activité qui a un sens et en zone rurale. Donc ils sont arrivés dans ce joli coin. La ferme en coton, c'est pas qu'elle est en coton, parce que là ça sera peut-être encore plus difficile que la paille à faire tenir, mais c'est le lieu dit. Et c'est une vraie ferme avec des gros cochons à cul noir là, qui hurlent, mais qui sont très délicieux dans l'assiette, où ils hurlent moins. Hein. Donc c'est la vraie ferme. C'est-à-dire c'est pas la fermette de Marie-Antoinette, hein, mais avec des techniques assez originales. Un truc que j'ai appris beaucoup de choses en écrivant ce livre. Donc normalement vous devrez en apprendre en le lisant. Je suis lourd, hein, mais parce que des fois, c'est l'agroforesterie. Vous connaissez l'agroforesterie ? Voulez-vous que vos... Ah ben oui, vous connaissez tout. Bon ben j'arrête de parler. Pour que vos poulets soient heureux, si vous avez des poulets, il faut qu'ils puissent sortir. Hein, et il faut qu'ils puissent gambader dans l'herbe. Or, le poulet, il craint l'insolation. Et donc, il aime bien qu'il y ait des arbres, et ça lui permet de vaquer à ses occupations la tête froide. Donc, c'est... Bon, ce n'est qu'un exemple. Mais l'agroforesterie permet beaucoup de choses. Non, mais les spécialistes doivent hurler, mais bon. Donc, une vraie ferme, avec des poulets, avec ces fameux cochons. Et puis elle était enseignante et elle voulait avoir une activité auprès des enfants, continuer, mais d'un genre différent, pas que des enfants. Elle a fait une activité auprès des handicapés. Là encore, bon, mais au moins ça fait une continuité avec mon propos précédent. Et il y a donc des visites régulières, soit d'enfants handicapés, soit de personnes âgées atteintes d'Alzheimer, qui sont soignées, en tout cas qui progressent dans le contact avec les animaux. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir des jeunes handicapés, autistes, qui sont là dans la petite maison en bois des poulets, parce que de temps en temps ils rentrent quand même, et à les caresser, à les toucher, et à reprendre un contact avec l'environnement naturel, l'environnement vivant. Et c'est assez impressionnant là aussi d'efficacité. Donc vous voyez que cette façon de mixer les activités est quelque chose qui permet donc à chacun, là dans le couple, de faire les choses qui l'intéressent. Et en même temps, ça fait découvrir à un public urbain, parce que dans le Gers, il y a quand même quelques villes, les gens viennent parfois d'assez loin, une réalité agricole, là aussi, qui n'est pas une fermette. Bon, il y a l'agriculture, il y a l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Bon, ça, c'est un sigle, mais c'est vrai que j'ai été frappé par ce renouveau du mouvement coopératif, ce qui, moi, m'a empli d'aise, parce que moi, je suis un vieux socialiste autogestionnaire. Alors aujourd'hui, l'autogestion, plus personne n'en parle, y compris mes défricheurs, mais il y en a un certain nombre qui sont des autogestionnaires sans le savoir, en tout cas qui aspirent à cette forme un peu exigeante d'autonomie et de contrôle de son travail et voire de son entreprise. Et il y a, alors vous savez, le mouvement coopératif en France, il s'était un petit peu ankylosé, bureaucratisé parfois. Même si vous avez des grosses entreprises que je ne citerai pas, qui ont une forme coopérative, mais la réalité fait que les délégations de pouvoir donnent peu de pouvoir réel à ceux qui travaillent et même aux coopérateurs. Mais il y a d'autres entreprises où ce n'est pas du tout le cas. Alors je vais en citer simplement deux. Ambiance Bois, là c'est dans la Creuse,
plateau des Mille Vaches. Alors là aussi, le plateau des Mille Vaches est un endroit rude, hein, du point de vue du climat. Là, c'est bon, mais et peut-être pour cette raison qui a attiré beaucoup de gens, si ce n'est marginaux, en tout cas des originaux, des gens qui sont dans cette démarche des défricheurs. Et Ambiance Bois, comme son nom l'indique, c'est une entreprise de travail du bois, de la menuiserie jusqu'au façonnage, maintenant de charpente. Ils se sont un peu diversifiés, et qui était à l'origine le projet très autogestionnaire d'un groupe de jeunes issus de la région parisienne. Beaucoup de défricheurs ont quitté les métropoles pour rejoindre soit des villes, soit des zones rurales. Et là, on est en pleine, c'est à Faux-la-Montagne, là, on est dans une petite commune rurale. Avec le principe que moi j'ai connu à Libération quand j'y suis entré en 80, et puis tout a été perdu, égalité des salaires, une certaine polyvalence. Alors, la polyvalence, ils en sont un petit peu revenus parce que même il y a eu un accident un peu dramatique, et puis bon, tout le monde n'a pas les mêmes goûts et les mêmes aptitudes aussi, il faut le dire. Mais en même temps, le fait qu'il y ait le minimum de polyvalence, enfin que chacun dans une entreprise sache concrètement ce que fait l'autre, ça c'est quelque chose qui me semble utile et que j'ai vu pratiquer dans d'autres entreprises de ce type. Et ce sont des gens donc qui pratiquent la discussion, la prise de décision en commun, et qui arrivent à financer leur entreprise. L'entreprise maintenant a plusieurs décennies, elle se développe, elle n'a pas de problème particulier, alors que, évidemment, d'un point de vue capitalistique, à partir du moment où ils n'ont pas les apports de capitaux extérieurs, ils n'ont pas les machines dernier cri. Donc là, évidemment, ils sont plus dans une part de travail manuel que d'autres entreprises, qui supposent des coûts un peu plus importants, mais comme ils ne font pas de marge de profit, en gros, les choses s'équilibrent. J'aurais pu parler, mais ça, vous connaissez certainement, c'est beaucoup plus connu, c'est Ardeleine, qui aussi est une magnifique réussite. Mais il y a d'autres cas plus étranges encore. Je pense à Seralep. Seralep, c'est dans la Drôme. Là aussi, la Drôme, c'est un terrain de défriche. Seralep, c'est une entreprise industrielle, hein, de composants électriques, donc des choses assez pointues, et qui a eu des mésaventures avec les fameux fonds de pension, des gens qui achètent, vendent l'entreprise, une entreprise qui était rentable, et puis qui finalement était menacée d'être dépecée. Enfin, hélas, une aventure qu'on connaît en France dans beaucoup d'endroits. Et donc, il y a une lutte très, très longue. Et au bout d'un moment, c'est celui qui a mené la lutte, qui était le délégué CGT, un type très bien, un communiste pragmatique, ça existe, qui est devenu le PDG de la coopérative. Ils ont monté leur propre entreprise en gardant la même spécialité. Et il a pris son bâton de pèlerin pour aller voir les clients qui, au début, étaient un peu inquiets. Mais quand ils ont vu que la qualité, non seulement était toujours là, mais s'était même améliorée parce qu'il y avait un sentiment d'appartenance à l'entreprise qui fait qu'en cas de problème, tout le monde se mobilise, etc. Ce qu'on m'a beaucoup dit dans les vraies coopératives. C'est-à-dire que, évidemment, quand on se sent véritablement propriétaire de l'entreprise et pas simplement un salarié qui retire un peu d'argent en l'échange du minimum de travail, on est plus investi dans son labeur. Et donc Seralep, ça marche très bien, il vient de céder la place à quelqu'un d'autre, et ça montre bien qu'on peut tout à fait être dans l'économie de marché. Ils vendent leur production, hein, ils ne sont pas en autarcie, hein, et ils le vendent à l'international, tout en respectant des règles éthiques, sociales. Là, en l'occurrence, ce n'est pas l'égalité des salaires, mais c'est une échelle assez écrasée, et c'est un système de décision qui est quand même beaucoup plus collectif, même s'il y a toujours des gens qui ont plus de responsabilités effectives que d'autres. Il ne faut pas non plus se leurrer. Il y a l'habitat partagé. Alors, l'habitat partagé,
Ça, c'est quelque chose aussi qui avait existé dans les années 70, qui avait un peu disparu, qui reprend du poil de la bête, mais de façon peut-être plus modérée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de projets qui sont des îlots avec simplement, c'est déjà pas mal, des mises en commun tout le monde n'a pas besoin d'une buanderie, voire même peut-être d'une machine à laver ou des choses comme ça. Donc, on communautarise un certain nombre d'espaces. Et puis, dans le meilleur des cas, il y a des repas qui sont pris en commun, mais pas sous forme obligatoire, comme c'était parfois le cas dans une autre époque, mais sous une base un peu volontaire, parce qu'il y a des gens qui aiment bien, et puis tout le monde, enfin, on peut aimer la vie collective et puis vouloir de temps en temps, pour des raisons X ou Y, s'isoler. Donc il y a des choses comme ça qui sont plus souples, comme forme d'habitat partagé, qui sont très intéressantes, on en reviendra peut-être. Là, je pense au château partagé, qui est au-dessus du lac d'Annecy, si je ne m'abuse. Alors, c'est un pardon ? Oui, Dulin-Chambéry, voilà. Très bien. Là, je suis obligé de parler sous contrôle. Hein. Et alors, si vous connaissez, vous savez... Enfin, moi, quand je suis allé les rencontrer, le principe, c'est de discuter en prenant son temps. Hein. Je suis resté une journée, une nuit, et ils étaient un peu en crise. Hein. Mais c'était il y a 2-3 ans, parce que, évidemment, leur projet commun donnait lieu à des discussions où certains voulaient rester vraiment dans le collectif un peu fusionnel, et d'autres voulaient ouvrir ce château partagé. Ils appellent ça château, bon, c'était une belle demeure, hein, c'est quand même pas un château. Et d'autres voulaient l'ouvrir plus à des activités touristiques. Et ils avaient fait appel, alors je ne sais pas ce que c'est devenu, peut-être que monsieur le dira un peu dans le débat après, ils avaient fait appel, ce qui est souvent le cas, ça me donne l'occasion de dire ça, à un intervenant extérieur qui permettent de dépassionner les débats. Parce que, comme vous le savez, dans l'habitat partagé, il y a beaucoup de projets et peu qui réussissent parce qu'ils passent tous par des phases. Dans un premier temps, c'est l'enthousiasme. On va être ensemble, tous ensemble. Après, on discute. Plus on discute, plus on se rend compte que y en a un qui veut être en pleine nature, l'autre qui dit non, mais le vrai écolo, il vit en ville parce qu'il a moins de transport, ce qui est pas faux d'ailleurs. Et après la phase fusionnelle, embrassons-nous, l'autre c'est vraiment un connard, alors, et ça éclate. Donc la nécessité d'avoir des processus. Alors, il y a des différentes méthodes. Il y a la non-violence. Il y a aussi, je vous en parlerai peut-être après, dans le débat, il y a aussi la sociocratie. C'est un système qui ne soit ni le vote, qui est un système brutal. C'est on vote, je suis majoritaire, les autres dégagent. Ou le consensus, mais les consensus à 3 heures du matin, au bout d'un moment. Bon. Donc, la sociocratie, c'est un système plus sioux, mais là, je serai trop long, donc je vous en parlerai pendant la discussion. Il y a l'école, il y a des écoles alternatives. Là aussi, il faut bien reconnaître que même si je ne veux froisser aucun enseignant dans cette salle, mais il faut bien reconnaître que l'éducation nationale n'a pas toujours des résultats époustouflants. Donc il y a de plus en plus de parents qui songent à mettre leur enfant ailleurs. Aussi parfois parce que c'est des enfants qui, de toute façon, ne s'adaptent pas du tout au système ordinaire. Et là, je vais citer l'exemple d'une école qui s'appelle la Marelle. Alors, où est-ce que c'est, là, dans mes petites fiches ? La Marelle, c'est en Dordogne. Et alors ça, c'était le résultat. Parfois, ces entreprises de défriche sont des initiatives individuelles qui ensuite prennent une certaine envergure. Géraldine, qui était, mais elle continue toujours, sophrologue, et elle était abasourdie de voir arriver des enfants de 5-6 ans qui avaient la gorge nouée parce qu'ils ne voulaient pas aller à l'école et que vraiment, pour eux, c'était terrible.
En plus, elle a eu elle-même un garçon dyslexique qui était complètement éjecté par le système. En tout cas, il ne pouvait pas s'adapter au système scolaire. Donc, elle a eu l'idée de monter sa propre école. Et ce n'était pas facile dans une zone très, très rurale. Heureusement, elle a fait de bonnes rencontres d'un maire d'une petite commune, Saint-Pantelet d'Ars. Et oui, il faut plus qu'un GPS pour faire ce genre d'enquête. Il faut avoir les cartes IGN, mais je les ai. Et donc, ce maire avait une grande salle, pas d'école justement, mais qui était déserte, puisque l'école avait été fermée depuis maintenant pas mal de temps. Donc, pour un loyer symbolique, il a donné déjà la salle à cette dame, qui ensuite, de façon très volontaire, ce sont des gens magnifiques, hein, ce sont des gens, des vrais entrepreneurs, si je puis dire, a réussi à convaincre un certain nombre de gens de participer à l'aventure, de parents déjà. Et au début, on lui disait, mais personne ne va venir, ton coin, il est complètement paumé, personne ne va venir. Eh bien, il y a une telle demande, même dans ces zones rurales, que l'école, elle a ouverte, il y a une seule classe, une vingtaine d'élèves de primaire, elle était pleine. Et attention, là, c'est un public assez varié, parce qu'il y a quelques écolos anglais, on est en Dordogne, hein, mais il y a aussi des agriculteurs du coin. Donc c'est pas aussi caricatural la petite bourgeoisie intellectuelle qu'on pourrait l'imaginer. Tellement il y a des parents qui voient que leurs enfants ne sont pas adaptés ou ne tiennent pas dans le système. Elle a réussi à convaincre une enseignante de l'éducation nationale de quitter la dite éducation pour enseigner dans cette école, avec évidemment une réduction de salaire à la clé, mais au moins elle retrouve la maîtrise de son travail et les méthodes qui lui plaisent. Alors les méthodes sont un peu particulières parce qu'ils font un mix entre, vous savez, il y a Steiner, il y a Montessori, bon, les deux se regardent un petit peu en chien de faïence, bon. Et il y a un certain nombre d'écoles que j'ai rencontrées, d'écoles alternatives, qui sont soit Steiner, soit Montessori, j'en ai rencontré, mais aussi qui font une sorte de petite salade, ce qui plaît ni à Steiner ni à Montessori, parce qu'on est en dehors c'est des hérétiques, mais bon, hein, la preuve du pudding, c'est qu'on le mange, donc si ça marche, pourquoi pas. Et en tout cas, là, les gosses ont l'air assez heureux. Là aussi, ça demande quand même des efforts, c'est-à-dire que là, elle ne se rémunère pas, elle est directrice non rémunérée, puisqu'elle continue à faire son travail de sophrologue. Et puis, par ailleurs, tout ce qui est l'organisation, les rangements, nettoyer, etc., c'est fait à tour de rôle par les parents. Donc, bon, ça suppose quand même une certaine implication. Voilà, alors... Un petit quart d'heure. On va le tenir, c'est promis. Donc j'en viens, bon, j'aurais pu parler de l'économie sociale, mais on en parlera dans la discussion. J'en viens parce que je voudrais quand même poser les problèmes que tout cela me suggère. Enfin, les questions en tout cas. Avant tout, quelle est l'ampleur de ce phénomène ? Ça, c'est une question que je me suis posée, parce que moi, j'aime bien les statistiques, même si je sais que c'est l'art suprême du mensonge, comme disait Disraeli. Mais quand même, quantifier les choses, ça permet d'avoir une idée. C'est très difficile. C'est très difficile parce que bon, évidemment, je mets tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, de façon, je dirais, sérieuse, authentique, sont engagés dans ces différentes démarches, ça va pas loin aujourd'hui. Hein. Si on est à 5% de la population... c'est déjà beaucoup. Donc il ne faut pas du tout surestimer ce mouvement. En même temps, il y a une chose dont je suis convaincu, c'est que ce mouvement se développe. C'est qu'il y a de plus en plus de gens. De deux manières. Un, ce sont des jeunes qui s'interrogent sur qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie.
Ils préfèrent, il vaut mieux pour eux, de ne pas attendre que le marché du travail leur offre des plats tout préparés. Et donc, il y en a qui se créent leur propre travail. Hein, j'ai des exemples en tête, mais j'ai plus que mon quart d'heure. Et il y a aussi, donc ça c'est la première source, et la deuxième source, ce sont en effet ceux qui se recyclent. Pas forcément d'ailleurs de façon volontaire. Hein. Il y a des gens qui, au milieu de leur existence professionnelle, se disent « je ferai autre chose », j'en ai parlé. Mais il y a aussi, il faut reconnaître, des gens, simplement, ils perdent leur emploi ou ils ont une rupture sentimentale, ils ont un accident de vie et donc ils sont obligés de quitter les métropoles parce que ça coûte trop cher. Ils arrivent dans un petit coin, ils disent qu'est-ce que je vais faire. Et là, un peu contraints, ils ont une autre activité. Puis, ils disent tant qu'à faire quelque chose, autant que ça ait un sens et que ça soit en cohérence avec mes idées. Et puis finalement, dans le meilleur des cas, après, ils s'en sentent très bien, même si l'origine était une rupture non voulue. Donc ça se développe, et je suis convaincu que dans 10, 20 ans, on n'est pas obligé d'être court-termiste comme les politiques, les choses vont, ce genre de mouvement va s'étendre. Pour autant, je ne suis pas en phase avec la thèse des colibris. Vous savez, les amis de Pierre Rabhi, dont je vais parler, qui ont un site d'ailleurs très très bien fait, qui m'a été utile pour préparer ce livre, parce qu'il recense déjà un certain nombre d'initiatives sur une carte de France. Et donc la thèse des colibris, c'est que la société dans son ensemble va changer, va muter, c'est la fameuse transition écologique, grâce à un phénomène d'imitation par capillarité. Les gens vont se rendre compte qu'il y a ces défricheurs qui font des choses intéressantes, et donc ils vont, pour le coup, se convertir, et de fil en aiguille, la société tout entière va basculer. La thèse est séduisante, on est, ça j'en suis convaincu, plus convaincant par les actes que par la parole, c'est un conférencier qui vous le dit, mais la thèse a des limites. Pour une raison simple, c'est que vous êtes imité par des gens qui sont en contact avec vous, qui sont dans une relation de proximité, soit géographique, soit sociologique. Or, mes défricheurs, il faut bien reconnaître qu'ils ont un certain profil. D'abord, géographiquement, ils ne sont pas répartis également sur tout le territoire. Ma femme est lorraine, j'aime bien la Lorraine, j'aurais eu plaisir à revenir dans ces coins-là, mais c'est vrai que dans ce nord-est de la France désindustrialisé, qui souffre et qui vote Front National, il y a beaucoup moins de défricheurs que dans la Drôme, que dans Rhône-Alpes, qu'en Ardèche, que vers les Pyrénées aussi. J'avais une belle anecdote sur les Pyrénées, mais j'essaierai de la fourguer. Et donc, je ne vois pas comment, par ce phénomène d'imitation, on pourrait convaincre l'ensemble de la société. Donc, d'un point de vue géographique d'abord, d'un point de vue sociologique aussi. Là, pas de caricature, hein, c'est pas des bobos, c'est pas uniquement des, c'est pas, on peut pas les caractériser comme de la petite bourgeoisie intellectuelle, mais il faut bien reconnaître que ce sont des gens qui sont particuliers du point de vue, c'est une certaine élite au sens vrai du terme, c'est-à-dire c'est des gens qui ont un haut niveau culturel, pas dire un haut niveau d'éducation, hein, les deux notions doivent être découplées de plus en plus. Donc c'est des gens qui ont non seulement une élite culturelle au sens d'un savoir, mais je dirais aussi une élite d'un point de vue spirituel, au sens c'est des gens qui ont, alors j'utilise un terme qui a le mérite pour moi d'être laïque, hein, c'est la densité intérieure. C'est-à-dire que pour se dépouiller des séductions de l'avoir, il faut quand même avoir un rapport à l'être un peu sérieux. Et donc c'est des gens qui croient à quelque chose, qui ont une philosophie de l'existence qui n'est pas celle du commun des mortels. Donc tout ça fait que je pense que
la thèse des colibris est valide jusqu'à un certain point, qu'on peut arriver à ce qui est 20-30%, peut-être, dans 20-30 ans, qui soit dans cette philosophie. 30%, mettons. Mais alors, il reste 70% qui vivraient selon ce fameux productivisme ou consumérisme. Alors, ces sociétés parallèles qui sont un petit peu... vous savez, la société française est de plus en plus segmentée, fragmentée, et on voit bien que c'est ça qui se dessine. Donc ça, c'est un problème d'un point de vue écologique, parce que s'il y a 70% qui polluent, même les 30% de vertueux, ils vont suffoquer. Et puis, d'un point de vue social, ça m'ennuie, moi, de dire qu'il y a des élus qui vont être... à vivre dans leur éco-village, à danser, et puis que tous les autres vont pousser des caddies dans les supermarchés. C'est quand même un peu embêtant. Ce qui m'amène à ma conclusion sur la... Parce que là, il me reste quoi, 5 minutes Monsieur le bourreau, Madame la bourreau, comment on dit bourreau oui, bourreau, il ne s'est pas féminisé. Madame la bourreau. Non, je pense que c'est pas mal qu'on s'arrête, parce que le café dure toujours un peu plus et j'aimerais bien qu'on reprenne à moins le quart pour avoir 3 quarts d'heure d'échange. OK. Alors, oui, alors quand même, juste là... Encore 5 bonnes minutes. Oui. La question politique. J'ai passé 2h30 avec Pierre Rabhi, là, dans son magnifique paradis des hauteurs de l'Ardèche. On a eu une discussion passionnante. C'est un vrai sage. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Qui est totalement authentique, qui est évidemment la personnalité de référence de tous mes défricheurs. Et donc il m'a dit des tas de choses intéressantes, il y a un chapitre dans le livre, vous verrez, mais il y a un point sur lequel il ne m'a pas convaincu du tout. Plus exactement, il y a un point sur lequel il ne m'entendait pas. J'ai beau répéter les questions sous des formes différentes, parce que je suis un animal un peu têtu, c'est la question politique. Parce que lui est convaincu qu'en effet, il a raison, deux, ceux qui sont dans ce type de mouvement ont raison, donc ils vont forcément convaincre les gens sans qu'il y ait besoin d'un travail particulier du point de vue de l'organisation de la société, des politiques publiques, etc. Et ça, ça veut dire des rapports de force, ça veut dire un travail de conviction, ça veut dire aussi de tenir un discours qui n'est pas simplement un discours du bien, qui est un discours de comment on y va. Hein, la politique, c'est un moyen. Ça, il ne veut pas l'entendre. Donc cette impasse sur la question politique me semble un vrai problème. Et ça, c'est un point donc de désaccord que j'ai avec lui. Un autre point sur lequel on pourra discuter, mais là je vais freiner brusquement, vous allez être surpris, attention, c'est le rapport au progrès. Parce que les défricheurs, comme ils sont en réaction avec une société où le progrès technologique s'est emballé de façon excessive, ont tendance parfois, comme dans toute réaction, à tordre le bâton dans l'autre sens, c'est-à-dire à refuser le principe du progrès. Or, le principe du progrès, même technique, me semble un principe qui ne doit pas être abandonné, même pour des raisons écologiques. Et voilà, je freine. Merci. Donc, merci beaucoup, Eric, parce que tu as bien répondu à la commande, c'est-à-dire nous faire un tableau très, très complet et très, très clair hein, de ce mouvement qui se divise en plusieurs catégories styles de personnes. Et ce que je voudrais dire, c'est que parmi nous, parmi les participants et aussi parmi les intervenants et aussi beaucoup parmi les animateurs des ateliers que vous allez rencontrer cet après-midi, les intervenants des ateliers, nous avons des éco-militants, des alter-entrepreneurs, on a un nouveau paysan hein, qui fait de l'agroforesterie, des personnes qui sont mouillées jusqu'au cou dans l'économie sociale et solidaire, nous avons des directeurs d'entreprises coopératives. Nous avons même, j'ai découvert hier soir avec plaisir, que nous avons même 2 béguines, donc 2 amis qui habitent en béguinage. Et je leur donnerai la parole à un moment parce que je trouve que c'est vraiment très intéressant que parmi les crises de la vie, nous ayons donc 2 personnes qui pourront parler un peu de cette expérience. Voilà, je voulais aussi vous dire que
C'est un mouvement mondial, hein. Donc là, nous avons décidé de nous recentrer sur la France, mais vous êtes sûrement nombreux à avoir vu le film de Marie-Monique Robin, Sacrée Croissance, où elle est partie dans le monde entier montrer que tout ça existe aussi partout ailleurs. Voilà. Et puis, donc je rappelle les valeurs là que vous avez dû noter. Enfin, ces défricheurs sont idéalistes, mais aussi pragmatiques. Ils sont très cohérents, ils sont enracinés. Et ils ont aussi une grande densité intérieure. Donc je trouve que c'est intéressant de mettre des mots comme ça sur ce qu'on pressentait en fait, mais c'était intéressant de l'entendre. Donc maintenant, nous allons boire le café, nous désaltérer. Donc vous pouvez boire un café dans les verres La Vie, qui sont... donc nous allons laver ensuite. Vous les déposez, vous pourrez les acheter à la fin, tout à fait à la fin, voilà, pour garder un souvenir. Et tout ce que vous allez boire est vendu au prix de 1 €, café, thé, boisson. Voilà, et on a rendez-vous ici à moins le quart. 11h moins le quart. À tout à l'heure. Alors, on va se calmer un petit peu pour faire baisser aussi le niveau sonore. Voilà. Pour reprendre le débat avec Éric Dupin. Voilà. Donc après ce tableau très imagé et très vivant que nous avons entendu tout à l'heure, vous avez vu que se posaient plein de questions sur la dimension politique de ce mouvement. Et je pense que ce serait intéressant qu'on oriente notre débat là-dessus. Voilà, quelle est l'ampleur de ce mouvement, mais aussi quelle va être sa portée politique et quelle va être sa fécondité d'une certaine façon politique, qui est une question en fait qui va traverser toute notre semaine. Voilà, donc je vais maintenant vous passer la parole pour poser vos questions à Éric. Oui, ici. Vous nous aviez dit, ici, pardon, vous nous avez dit que vous avez trouvé les défricheurs un peu au petit bonheur la chance. Vous êtes journaliste, je ne vous crois pas. Et quels ont été vos critères pour trouver ou pour chercher ces défricheurs, s'il vous plaît? C'est pas bien de pas me croire, homme de peu de foi. Si ma méthode, non, il faut être honnête, c'est le hasard et la nécessité, c'est-à-dire qu'il faut quand même organiser le hasard. Mais ce genre d'enquête, c'est mon 3e livre sur cet angle d'exploration de la société française. Le premier, c'est Voyage en France. Le 2e, c'était sur la campagne présidentielle de 2012, intitulé La victoire empoisonnée, où je mêlais, mais là, ça n'a pas eu beaucoup de succès, des témoignages d'hommes politiques importants, déjeuner avec Hollande, que je connais depuis Sciences Po, une longue discussion avec Marine Le Pen, etc., et des rencontres avec des Français ordinaires. Ils appellent ça les anonymes, les journalistes. Comme si les gens qui n'étaient pas connus n'avaient pas de nom. C'est étrange comme expression. Les anonymes, le peuple anonyme. Bon, moi, je vois les anonymes, et puis je voyais ceux qui ont un nom, et puis ça faisait un cocktail. Et le charme de ce genre d'enquête, c'est justement de débarquer quelque part, d'aller au café du coin, de discuter, et puis de fil en aiguille, on vous dit « il y a quelqu'un qui sera intéressant ». Et puis mes défricheurs, j'en vois un quelque part. Alors là, parfois, que j'ai repéré, par exemple sur le site des Colibris, qui est très bien fait, vous pouvez y aller, il y a une carte avec un certain nombre d'initiatives. Et ensuite, j'en vois un, et puis je leur fais parler des gens, qu'est-ce qu'il y a dans le coin. Et puis, de fil en aiguille, on trouve des gens qu'on n'avait pas repérés. Alors là où vous avez raison, car dans toute méchanceté, il y a une part de vérité, c'est que le risque, évidemment, c'est on trouve ce qu'on cherche. Et c'est vrai qu'à force
chercher des défricheurs, on pourrait avoir l'impression que la société est remplie de défricheurs. Sauf que, comme il se trouve que le soir, j'allais faire parfois un bon petit gueuleton dans toutes ces contrées, et là, j'étais pas avec des défricheurs, j'étais avec soit des honnêtes bourgeois, soit parce que je fais des restaurants de toutes les gammes, soit avec des honnêtes camionneurs dans des routiers. Et donc là, je voyais que la France, il n'y avait pas que des défricheurs. Et donc, ça me permettait d'avoir un petit peu de regard oblique. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Alors, vous avez évoqué, en fin de conférence, votre conversation avec Pierre Rabhi, et vous avez évoqué la question de la politique. Et moi, j'aimerais qu'on creuse ça, si vous en êtes d'accord, si l'honorable Assemblée aussi, mais voir un peu quel lien il peut y avoir, à la limite, entre ces défricheurs et la politique. La politique, c'est quand même important. Voilà. Oui, alors tout dépend, évidemment, ce qu'on appelle politique. Quelqu'un m'a interpellé, là, il va peut-être prendre la parole en me disant « Mais Pierre Rabhi a un discours politique, il appelle à l'insurrection des consciences ». Donc c'est vrai que Pierre Rabhi consacre beaucoup d'énergie, il a beaucoup de mérite, vu maintenant l'âge qu'il a, à interpeller. Hein, il répond à un nombre de sollicitations assez incroyables, pas à toutes d'ailleurs, tellement il y en a. Donc on ne peut pas lui reprocher d'être terré dans son Ardèche et de ne pas s'adresser au plus grand nombre. Il essaye, il intervient dans les médias. Simplement, de mon point de vue, mais là, vous savez, comment dire, moi, vous l'avez sans doute compris, mais je préfère le répéter de façon explicite. Ce qui peut faire l'intérêt de mon enquête, c'est que j'ai de l'empathie pour ce mouvement des défricheurs. Il me semble nous dire des choses justes sur les défauts de notre société et certains moyens d'aller au-delà, de la faire évoluer ou de la changer plus radicalement. Et en même temps, je ne suis pas de cette bande. Je ne suis pas spécialement un écolo alternatif. Hein. Donc j'ai même un mode de vie de petit bourgeois intellectuel relativement classique, même si ma conscience a fait que j'ai modifié un peu les comportements, mais on y reviendra peut-être. Il est très difficile de changer ces comportements, hein. Surtout l'âge aidant. Hein. Et quelqu'un a dit que l'homme était un tas de... C'est Balrog, je crois, un misérable tas de secrets. Moi, je dirais plutôt que c'est un tas de misérables habitudes. On est tous prisonniers de nos habitudes. Et c'est pour ça que la question politique est importante. Parce qu'il ne suffit pas d'interpeller, je dirais d'un point de vue moral, le plus grand nombre. Il y a tout un travail de pédagogie politique, donc d'action politique. Ce qui veut dire que, bien sûr, qu'il faut s'appuyer sur des expériences, bien sûr, il faut avoir un discours sur les valeurs, mais on ne peut pas faire l'impasse sur les institutions, sur ce qui structure la société. Et donc, par exemple, la politique, ce sont des groupes, on appelle ça les partis politiques. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, ils ne jouent pas leur rôle et ils sont même souvent dégénérés au sens propre du terme que cette notion de citoyens qui se rassemblent pour faire avancer une cause et pas simplement pour gagner les prochaines élections départementales, c'est une notion, à mon avis, qu'on ne peut pas évacuer. Or, Pierre Rabhi, de ce point de vue-là, est un philosophe qui a une démarche qui fait l'impasse sur la politique telle que je viens de la définir. Alors, moi, c'est une question. Attends, Michel Adam, et puis une autre personne qui a le micro. Alors, une dame. Alors, Michel, et puis madame. Je reviens sur l'enquête. Il y a 35 ans, ton livre se serait appelé Le catalogue des ressources, que tu as connu, qui nous venait de Californie, qui faisait l'inventaire de tous les innovateurs. Mais on ne disait pas ça, on disait alternatif dans la France et même dans l'Europe. Donc on est bien sur cette ressortie. Pardon. Je disais, il y a 35 ans, ton livre se serait appelé... Voilà, là c'est bon, ça va, vous m'entendez ? Alors je disais, il y a 35 ans, ton livre se serait appelé Le catalogue des ressources, ces 5 hommes qui valorisaient tous les alternatifs des années 70.
Ok. Donc on voit bien qu'il y a des cycles qui reviennent. D'ailleurs, tu m'as parlé d'héritier dans ta dédicace. Merci. Ma question, elle n'est pas là. Pour avoir fait moi aussi ce travail dans 2 départements à un moment donné, dans mon dernier métier, de valoriser les innovations, je me suis rendu compte qu'il y a évidemment tous ces défricheurs peu connus dans la marge, mais il y a aussi plein d'innovations dans les institutions. Quand tu as parlé d'équithérapie, immédiatement dans ma tête, et il y a un Poitevin, je parle sous son contrôle, il est là, qui a dû penser comme moi à la ferme pédagogique de Montmoreau dès les années 90, où il y avait des ânes avec des jeunes autistes, de l'équithérapie, etc. Et c'était très connu dans cet environnement, qui était l'environnement médico-social d'une grosse institution en financement public. Donc je pense moi aussi qu'il ne faut pas regarder que ce qui est en train de sortir tout à fait à l'extérieur des institutions, mais qu'il y a des choses dans les institutions, et souvent des gens qui changent entre les deux. Alors, non, parce que je vais regarder. Moi, c'est une question, justement, je suis très contente de ce qui vient d'être dit, parce que les défricheurs, ça fait bien longtemps qu'il y en a. Mais ce que je voulais dire, c'est que, monsieur, je pense que je ne vais pas acheter votre livre, parce que... Mais je peux évoluer, parce que les autres vont me convaincre peut-être de l'acheter. Vous avez l'air de présenter, de donner votre aval, votre crédit à toutes les personnes qui sont mentionnées. Et en particulier, je suis extrêmement choquée par la personne qui se dit institutrice, qui est sophrologue et qui veut faire une autre école avec des petits-enfants, une école différente. Ça me choque énormément. Je vous dis pourquoi. Donc moi, j'ai exercé pendant 35 ans comme psychologue dans l'éducation nationale et je suis très, très fière de l'éducation nationale et de tout ce qui s'y fait. Et j'ai l'impression qu'il y a certainement beaucoup de choses qui ne collent pas, comme dans toutes les institutions. Mais au niveau où mes collègues et moi, nous avons réfléchi déjà il y a 25 ans, on était des défricheurs dans l'institution. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé à Corbeil, Tarterec, Grigny, dont on parle beaucoup, où il y a énormément de violence. Et nous nous sommes réunis et nous avons dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter la violence entre les enfants ? Et on a initié des projets qui, aujourd'hui, existent encore et perdurent. Et je dis que dans toutes les institutions, il y a des gens qui défrichent. Alors, autre chose... J'ai, par mes compétences et par mes diplômes, eu l'occasion donc de participer à des groupes qui visitent des enfants dans des sectes. Et je peux vous dire et qui doivent être scolarisés. Normalement, la scolarité est contrôlée dans les sectes et dans les écoles privées non reconnues. C'est quand même contrôlé. Et je dis attention, en présentant ce genre d'école et en présentant votre la nef des fous dont vous avez parlé, qui vivent complètement en autarcie. On peut se demander comment les enfants font société après. Donc moi, je trouve que c'est choquant. Donc ma question, est-ce que vous donnez crédit à toutes les personnes que vous avez rencontrées ? Ou bien, est-ce que vous en avez aussi éliminé d'autres que vous n'avez pas présentées ? Voilà. Oui, parce que je ne suis pas de Gaulle, là. Moi, je ne regroupe pas les questions trop. 2 choses. Un, sur le côté historique. C'est vrai que souvent, l'histoire est un éternel recommencement, ou en tout cas, jamais à l'identique. Mais c'est vrai qu'il y a des cycles. Il y a des cycles sociologiques, comme il y a des cycles économiques, des cycles longs. Et par exemple, en sociologie, il y a des périodes d'investissement dans l'action politique, dans l'action collective, et puis parfois ça crée des déceptions, et donc il y a un rétrécissement, un repli sur la vie privée. Et on est encore d'ailleurs dans ce cycle-là. On peut espérer que le mouvement reparte dans l'autre sens et qu'il y ait un réinvestissement dans l'action collective. Donc de ce point de vue-là, les défricheurs là, de 2015 peuvent ressembler à beaucoup de mouvements qui ont existé dans les années 70. Ce qui fait que Marcel Gauchet, qui me fait toujours l'honneur de me critiquer, enfin de m'envoyer une lettre à chacun de mes livres, m'a dit mais votre livre là il est pas mal, mais pour moi il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je pense qu'il a un peu tort, c'est-à-dire que c'est sous une forme différente, au sens, notamment le rapport à la politique. C'est-à-dire que
tous ces mouvements dans les années 70 se vivaient comme à l'intérieur d'un mouvement politique révolutionnaire, etc. Et ils surpolitisaient en quelque sorte le sens de leur action. Là, on est un petit peu, comme souvent dans l'histoire de l'humanité, dans le défaut inverse. C'est-à-dire, pour ne pas reproduire ça, j'ai rencontré des tas de gens passionnants qui font des choses, et quand à la fin, parce que mes discussions duraient longtemps, hein, je vous dis, hein, parfois une journée ou plus, ou parfois 2-3 heures, à la fin, je leur posais cette question politique. Et puis, en fonction de moi, mon identité, j'ai été militant aussi dans ma jeunesse. Et je voyais bien qu'il n'y a pas que Pierre Rabhi. Le problème n'est pas personnel pour ce philosophe praticien. C'est un peu toute cette mouvance qui est douchée par les déceptions politiques, s'interdit de se poser ces questions. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui peut évoluer, ce qui m'amène à la deuxième type de question qui a été posée, notamment la dernière intervention, sur la question des institutions. Alors, oui, les sectes, il faut faire attention. Bon, très franchement, moi, je n'ai pas rencontré... Évidemment, il y a des initiatives que je décris qui me semblent étranges et singulières. Moi, je n'irai pas vivre à la nef des fous. Hein, je ne vous encourage pas à y aller. Hein. Et je vous ai bien dit un des éléments qui m'avait semblé choquant. Mais alors, franchement, la dame qui a créé l'école Lamarelle, être choquée par ce qu'elle fait, je trouve ça choquant. Mais je serais d'accord avec vous pour ne pas opposer, en tout cas pour reconnaître que dans les institutions aussi, on peut changer les choses. D'ailleurs, si je ne pensais pas ça, je serais en contradiction avec moi-même, puisque je reproche amicalement à un certain nombre de défricheurs de ne pas se poser la question politique. Se poser la question politique, c'est se poser la question des moyens de faire évoluer et de changer la société, donc d'utiliser les institutions, donc d'agir dans les institutions. Donc il n'y a pas les bons qui seraient à l'extérieur, qui seraient en marge, et puis les mauvais qui resteraient dans le système. On peut être dans un certain système et puis essayer de faire progresser les choses. Mais il faut reconnaître que c'est quand même plus facile, notamment même en matière d'éducation, je maintiens mon point de vue, c'est pas avec des écoles alternatives qu'on va changer notre système éducatif. Alors là, pour le coup, c'est epsilonesque. Hein. Le nombre de... J'ai regardé, hein, même en prenant les chiffres officiels de Steiner, Montessori, vous additionnez tout ça et les écoles alternatives qui sont en dehors des circuits, c'est vraiment... c'est rien du tout, ne serait-ce que parce que ces écoles alternatives, souvent, j'en ai pas parlé, mais elles coûtent cher aussi par rapport à l'éducation nationale. C'est quand même un petit problème. Donc bien sûr qu'il y a des choses dans les institutions, et notamment dans l'éducation nationale, mais il faut reconnaître que ces institutions bougent d'autant plus que parfois on les gratte un petit peu de l'extérieur. Alors, d'autres questions, donc, monsieur. Oui, allez-y. Oui, une question relativement simple, j'espère. C'est est-ce que vous pourriez nous donner quelques indications chiffrées à la date d'aujourd'hui? Ces mouvements de déchiffreurs, ça concerne quel nombre de personnes? Je n'ai pas encore acheté le bouquin. Mais, donc ça concerne combien de Français, puisqu'on parle de la France, et en termes de chiffre d'affaires, on est sur quel horizon? Puisqu'il y a un éternel recommencement, est-ce qu'on a eu un progrès, toujours en termes de chiffres, depuis 20 ans? Non, vous étiez peut-être pas là au tout début, parce que j'ai parlé de cette question de la quantification et de la très grande difficulté, en disant qu'au grand maximum, c'était 5%. Hein, et en mettant ensemble des choux et des carottes, c'est-à-dire des gens qui sont dans des initiatives extrêmement diverses. Mais si vous voulez, même si vous prenez ce qui se développe le plus facilement, c'est le bio. Hein, vous avez maintenant dans n'importe quel hypermarché des rayons bio, etc. Mais ça reste... Alors là, vous parlez de part de marché, parce que là, pour le coup, il y a des gens qui raisonnent en termes de part de marché sur le bio. Mais ça reste très, très, très minoritaire. Hein. Et l'agriculture bio en France, alors j'essaye de retrouver mes chiffres, mais je ne les retrouve pas. Mais enfin, vous verrez ça quand même dans le livre. Ça se développe, mais
en termes de pourcentage d'hectares, enfin de pourcentage de terrain, on est encore à 2-3%. Et même dans la Drôme, où c'est le plus répandu, qui est le premier, c'est 15-20%. Donc là, on parle de minorité. Mais en même temps, dans l'histoire, les minorités jouent un rôle important. Il ne faut pas qu'elles jouent un rôle trop important, mais elles jouent un rôle. Oui. Oui, d'accord. C'est beaucoup et c'est peu. Parce que combien de salariés en France ? Bonjour. Alors, je suis très content de tout ce que vous avez raconté. Je me considère comme un défricheur parmi les défricheurs. Alors, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. D'abord, d'où je parle, je suis né au Mirail, un quartier des plus pauvres de France. Ma mère était psychologue scolaire, justement, comme madame. Et mon père était directeur à l'aérospatiale, directeur de recherche. Il a fait le premier satellite civil, Spot 1, pour ceux qui connaissent. Et donc voilà, et j'ai grandi dans un hameau en bas d'immeuble. Le hameau des Bosquets, pour ceux qui connaissent, au Mirail. Et donc j'ai grandi au Mirail, ça fait 40 ans que j'y suis. Et j'ai réfléchi, à force de voir autour de moi la misère, ça a augmenté, et une prise de conscience aussi a augmenté de ma part, et des parents qui m'ont justement, alors ils m'ont fait découvrir toutes les friches tous les défrichages dont vous avez parlé. Je connais bien Pierre Rabhi, je l'ai rencontré plein de fois, enfin plusieurs fois. Je connais vraiment à peu près tous les gens tous les milieux que vous avez essayé de discerner. Alors j'aimerais, parmi donc ces gens-là, je sais qu'avec Carole Fabre, nous faisons partie donc des défricheurs je répète, des défricheurs par rapport au discernement de causes des conséquences. C'est-à-dire que, je vous le dis comme ça directement, en atelier tout à l'heure, nous allons essayer de vous faire comprendre cela. La cause, c'est le type de monnaie que nous utilisons. Le biologique, le consommer bio, consommer autrement, vivre autrement, tout ça nous a empêchés tout simplement parce que la monnaie que nous utilisons, elle est créée par le crédit bancaire. Elle nécessite toujours la croissance et la compétition, puisque le crédit crée la monnaie et le remboursement la détruit. Il faut toujours qu'il y ait plus de crédit que de remboursement, et ça s'appelle en mathématiques la croissance systémique. Donc vous aurez beau essayer toute alternative, tout type, on va dire, d'éveil des consciences pour vivre autrement, tant que vous utiliserez cet outil pour mesurer pour mesurer nos échanges économiques, on sera forcément sous l'emprise d'une domination de celui qui crée la monnaie par rapport à celui qui dépend de celui-là même qui l'a créé. Cette domination, c'est la cause des causes. Cette domination, cette inégalité, cette asymétrie face à la création monétaire est la cause de toutes les dominations qui nous empêchent d'être libres et égaux. Donc voilà, je vais d'abord finir par la conclusion. Il y a une solution à cela, à cette monnaie dette, qui est la monnaie libre. Nous allons essayer de vous en faire part au deuxième atelier qui aura demain sur la monnaie en dividende universelle. Et donc ma question, c'est de savoir justement parmi les défricheurs que vous avez consultés, il y en a un vous avez consulté Pierre Rabhi, mais je crois que vous n'avez pas consulté son fils, parce que son fils a compris, Gabriel Rabhi, la monnaie dette. Il n'a pas compris encore la monnaie libre, la solution, mais il connaît la cause de tous nos soucis. Et voilà, je voulais savoir si vous avez déjà entendu parler de monnaie alternative, pas de monnaie locale. Il vaut mieux, oui. Oui, non, mais monnaie alternative, née autrement. La monnaie locale n'est pas alternative. Voilà, merci. Non, ça, très franchement, vous savez, toute enquête a ses limites, même si c'était 2 ans, même c'était pas à temps complet, mais enfin, j'y ai consacré quand même pas mal d'heures. Non, ce que j'ai pas vu le fils de Pierre Rabhi, mais j'ai vu sa fille, donc qui a une école alternative, qui est assez connue dans un très beau village. Non, j'entends le raisonnement que vous venez de porter. C'est certain que la création monétaire, c'est le pouvoir économique par excellence. Ce qui fait que moi, je ne suis pas au courant de l'initiative dont vous parlez. Par contre, en effet, j'ai rencontré, mais
de façon très limitée, justement, parce que là, ça rejoint le problème de la quantification, ces monnaies alternatives, ces monnaies locales, plus exactement, qui partent d'une idée intéressante, hein, qui est, alors là, pour le coup, quelque chose qui se développe, c'est de privilégier l'achat local, de privilégier, donc de faire vivre, en quelque sorte, le territoire dans lequel on habite, plutôt que d'avoir des produits non seulement importés, mais qui viennent de tant de kilomètres. C'est à la fois un avantage en termes écologiques, parce que les produits voyagent moins, mais aussi en termes social et territorial, surtout si on est dans un territoire un petit peu enclavé. Mais même ces monnaies locales se développent très modestement en France, hein. C'est plus le cas d'ailleurs dans d'autres pays, ce qui me donne l'occasion de dire, parce que ça je ne l'ai pas dit dans mon propos, que moi évidemment j'ai enquêté en France simplement, mais j'ai essayé d'être à chaque fois de voir ce qu'il en était dans les pays étrangers, et dans la plupart des cas nous sommes très en retard, hein. Il ne faut pas croire que la France est une terre de défrichage, hein, par rapport non seulement à l'Europe du Nord, notamment sur l'habitat partagé, sur les écoles alternatives, etc., mais même par rapport à l'Italie. L'Italie, par exemple, sur les coopératives, a un mouvement plus développé que le nôtre. Et sur les monnaies locales, vous avez en Amérique latine des tas de monnaies locales qui atteignent un niveau de masse. Alors que en France, ça reste très, très limité, et que même la monnaie locale la plus diffusée, c'est la monnaie basque, l'Eusko, et qui revendique, l'association qui la gère, revendique simplement 2700 utilisateurs, ce qui est quand même par rapport au Pays basque, à la zone de diffusion, ça reste extrêmement minoritaire. Donc on voit bien qu'il ne faut pas... Moi je n'essaie pas de faire prendre des vessies pour des lanternes, hein. C'est-à-dire que je vois ce qui se passe, mais je vois aussi les limites. Alors, je voudrais juste... Vous m'entendez ? Oui. Oui, je voulais juste dire que la personne qui a posé la question, c'est Mathieu Bise, qui est venu avec Carole Fabre, et qui vont animer en effet 2 ateliers qui se suivent, hein, donc découvrir ce que la monnaie dette, donc celle que nous utilisons, et quelle pourrait être une alternative à très long terme peut-être, ou peut-être de façon très circonscrite à moyen terme, la monnaie dividende universelle. Donc on ne prétend pas donner des solutions miracles, mais en tout cas, ce qui nous avait paru intéressant dans cette université d'été, c'est de découvrir des façons de penser, des réflexions profondes aujourd'hui, hein. Donc c'est pour ça qu'on a invité Carole et Mathieu, que nous avons rencontrés pour certains d'entre nous au Forum social mondial. Donc c'est un jeu, ça va être vraiment intéressant. Voilà, c'est une façon de découvrir des choses vraiment que nous ne connaissons pas, puisque Eric même ne connaissait pas, donc profitez-en. On fera un reportage sur leur atelier aussi, parce que il n'y a pas beaucoup d'inscrits, il n'y a que 12 personnes, parce qu'il fallait suivre les 2, et qu'il y a beaucoup d'autres choses intéressantes, évidemment. Mais vous pourrez lire sur le site amisdelavie.org un reportage sur ce qui va se passer dans leur atelier. Voilà. Et puis on a aussi Jean-Paul Plat, hein, qui va nous parler du sol violette, donc, qui est une monnaie locale, pour le coup, à Toulouse. Voilà. Donc il y a une personne qui a le micro. Oui. Voilà. Vous, dans les champs qui développent d'autres types d'initiatives, vous n'avez pas parlé du tout des défricheurs dans le domaine culturel. Et je pense qu'il y a beaucoup de défricheurs dans le monde culturel pour ne pas être dans une culture un peu formatée comme celle qu'on peut programmer très souvent dans les télévisions, par exemple. Oui, j'en ai pas parlé, mais ça existe. Ça existe, et ça existe même dans le livre. Donc, merci. Il y en a. Et notamment, là, quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est un bonhomme qui est musicien, mais qui a créé dans une zone rurale, là, dans le sud-ouest, je crois que je me souviens plus exactement du département, mais il a créé dans
dans son jardin au début un festival, tout ce qu'il y a de plus, je dirais, bricolé. Il avait un certain sens médiatique puisqu'il a organisé une conférence de presse dans sa baignoire, donc ça a plu à la presse locale. Et c'est devenu un festival qui attire beaucoup de monde. Et son grand truc, c'était que c'est une zone rurale et encore très agricole. Son grand truc, c'est qu'il ne voulait pas que ça soit des routards babas alternatifs qui viennent. Il voulait que ça soit d'abord la population locale. Et donc, il a fait un gros travail auprès de cette population locale, notamment avec la presse locale, etc. Et c'est un festival où il y a beaucoup de théâtre de rue. Il y a, vous savez, c'est les gens qui font aussi les conférences gesticulées. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, ou de gens qui mettent en scène les difficultés, les problèmes de leur métier, de leur vie sociale. Et donc, il y a une sorte de résonance avec le public qui peut se projeter sur ces difficultés. Pour les gens eux-mêmes, ça permet d'exprimer un mal-être, de changer leur vision des choses, peut-être aussi leur pratique. Donc, un truc à la fois très alternatif et très ancré sur ce terrain populaire. Donc, ça existe. Par contre, ma déception, elle a été sur un autre volet qui est proche de l'action culturelle, c'est l'éducation populaire. C'est-à-dire, et là, il y a quelques sociétés, il y a quelques initiatives dont je parle, notamment une qui s'appelle, alors décidément, Alzheimer Gate, je ne me souviens pas, mais c'était vraiment un truc d'éducation populaire, là, autour justement de ces conférences gesticulées, de tas de choses comme ça, itinérants en France. Sauf que le jour, au moment où le livre est paru, j'apprends qu'ils ont mis la clé sous la porte et que depuis, ils ont essayé de se relancer sous une autre forme. La fameuse éducation populaire qui a eu son heure de gloire, elle est vraiment en crise et je reproche amicalement à un certain nombre de syndicats ou de forces de mouvements de jeunesse ou autres d'avoir un petit peu abandonner ça ou de le laisser avant, il y avait je ne vais pas jouer au vieux con nostalgique, mais c'est vrai que la JOC, même les foyers Léo Lagrange, faisaient de l'éducation populaire et ils ont plus l'importance qu'ils avaient et c'est parfois des offres de services de loisirs, mais qui n'ont plus cette ambition politique au sens vrai du terme. Alors, il est 3 questions. Donc Jean-Philippe, monsieur, attendez, Jean-Philippe, monsieur, et puis Carole Fabre qui est au fond. Ça sera tout. Et si les jeunes journalistes tardent d'arriver, on en prendra une autre. On va voir. Je ne voudrais pas repartir tout à l'heure frustré. Quand tu as parlé de tes questions, tu en as ébauché 2, parce que tu n'avais pas le temps d'aller plus loin. J'aimerais bien qu'en 3-4 minutes, tu nous listes les autres questions que ton enquête nous a amenées. Ma question concrète, c'est toutes les structures ou expériences que tu as évoquées sont des expériences en petit comité, en petite équipe, en petit groupe. Tu as évoqué que le fonctionnement nécessitait un partage des décisions, etc. Quid de 70% de nos concitoyens qui sont dans des structures beaucoup plus importantes? Quid au niveau mondial des multinationales, du milieu bancaire qui est extrêmement concentré? Comment on peut envisager de contaminer ces structures? Non, là, je... Alors, les petites structures, oui, c'est vrai que c'est des fricheurs. Petites structures, il y a parfois des villages ou des éco-villages qui regroupent quand même un certain nombre de gens. Mais non, il n'y a pas... Par exemple, même sur les coopératives, les entreprises qui sont sorties de la logique du profit, il y a aussi des grosses entreprises. J'ai vu le PDG d'Acom. Acom, c'est des plus grosses. C'est une entreprise d'ailleurs qui a des filiales à
à l'étranger, y compris d'ailleurs en Asie, évidemment, même si alors, ça pose un problème, parce que c'est une coopérative avec un sentiment de propriété des salariés coopérateurs. Dans les filiales, ce n'est pas le cas. Hein. Bon, donc ça crée... le monde n'est pas univoque. Mais ça, c'est quand même une grosse entreprise qui réussit à investir, à être compétitive avec des marges beaucoup plus faibles parce qu'elle ne rémunère pas des actionnaires et il y a un intéressement des salariés. Donc il y a aussi il est possible aussi dans des grosses entreprises d'échapper à la logique dominante. Cela étant, il faut bien reconnaître que notre monde est structuré par des métasystèmes, où il y a les banques, il y a des multinationales, il y a aussi des organisations du style du FMI ou autres, c'est très d'actualité, qui ne se laisseront pas subvertir très facilement. Donc ça, c'est pour cette raison, me semble-t-il, que se pose la question politique. L'intérêt des défricheurs, c'est qu'ils allument des petites lumières en disant, vous voyez, il est possible de faire différemment. Mais ça ne se généralisera pas comme ça. Donc le fait d'avoir une action politique, une action institutionnelle me semble nécessaire. Cela dit, puisqu'on parle des banques, il faut dire un mot de la NEF, que vous connaissez certainement. J'ai rencontré son directeur, et c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Et aujourd'hui, c'est une entreprise qui se développe avec, je pense, la banque qui gagne le plus de clients par an. Donc, parce que les gens aussi se disent, aussi n'ont plus confiance dans le système bancaire traditionnel. Ce n'est pas uniquement des raisons militantes, c'est aussi de dire, au moins là, on sait que ces gens-là sont honnêtes. Donc, il est possible de montrer des choses différentes, mais c'est vrai que ça n'empêche de se poser cette question du changement d'ensemble de la société. Je n'ai pas répondu aussi aux questions sur... Je ne sais pas si je le fais maintenant, parce qu'on m'a dit les questions que j'avais posées, que j'en ai... Non, on ne veut pas. Bon. On ne peut pas tout traiter aujourd'hui. Bon. La question politique, elle va faire l'objet d'une journée entière jeudi. Allez-y. Oui. Je voudrais vous interpeller, s'il vous plaît. Ça fait 1 heure qu'il attend, ce monsieur. Depuis le début. Qui ça ? Non, on ne va pas se discuter. Bon, alors, attendez, on a le temps, calmez-vous, on a le temps. On attend juste les jeunes, donc on va y aller. Allez-y, puis après, monsieur et Carole. Alors, je voudrais simplement vous interpeller sur la notion de progrès que vous avez développée à la fin, tout à l'heure, dans votre intervention. Le progrès, on l'entend un peu à toutes les sauces. C'est le progrès technologique, le progrès agraire. On voudrait des fois nous faire croire que les OGM, c'est un progrès environnemental. La dimension de progrès, qu'est-ce que c'est pour vous ? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que le progrès, c'est finalement cette dimension immatérielle qui pousse l'être humain vers le bonheur, vers un état plus sain ? Voilà. Alors, vaste question, là, je vais me faire gronder, il faut que je sois très court. Ce qui me semble critiquable, c'est la position de principe de dire non, on ne veut pas le progrès. Alors, j'ai rencontré d'ailleurs certains défricheurs, pas tous, mais qui m'ont vanté les mérites, vous savez, de cette société américaine, les Amish, là, qui vivent en refusant l'électricité. Enfin, ils refusent l'électricité, ils refusent le moteur, ils refusent donc. Alors heureusement que mes défricheurs ne rêvent pas tous de vivre comme des Amish, ils ne vivent pas comme des Amish, mais c'est vrai que la réflexion est complexe. Pourquoi ? Parce que, en tout cas, c'est la position de principe et de réaction qui me semble critiquable. Par contre, d'interroger les progrès, quel type de progrès, comment, dans quelles conditions sociales, écologiques, à quel coût ? Regardez les smartphones. Moi, si je n'avais pas un smartphone, je n'aurais pas toutes les cartes hygiène pour 15 € par an avec la géolocalisation qui me permettait de débusquer mes défricheurs au fin fond de je ne sais quel département. Et en même temps, si on payait un smartphone à son coût écologique, à son coût social, c'est-à-dire avec les métaux rares, avec la façon dont ils sont fabriqués en Chine ou ailleurs, bon, ça devrait coûter 3, 4 fois, 5 fois
ce que ça coûte, et on devrait le garder une dizaine d'années, une quinzaine d'années, au lieu d'être dans cette obsolescence-là qui est programmée, ne serait-ce que parce que la batterie s'épuise. Donc il faut vraiment réinterroger tout le progrès, mais la notion de progrès, alléger la peine des hommes, ça, c'est pas négligeable. Même si, alors je vais dire quelque chose d'un peu contradictoire, c'est montre que là-dessus, moi, je m'interroge aussi, je prétends pas. Regardez, l'attraction animale. L'attraction animale redevient un peu au goût du jour chez un certain nombre de gens que j'ai rencontrés, et qui explique qu'il y a une qualité aussi de labour qui n'est pas du tout la même qu'avec des engins mécaniques. Mais ça a un coût en termes de sueur humaine. Donc, il y a des arbitrages à faire, et c'est dans le concret qu'il faut faire ces arbitrages. C'est comme la question de la décroissance, dont je n'ai pas parlé, mais c'est assez proche comme problématique. La décroissance systématique, tout décroître, non. Pourquoi ? Au nom de quoi ? Même du point de vue, je dirais, de certains biens. Dans l'humanité, on a peut-être besoin de certains biens matériels pour plus de monde. Par contre, il y en a d'autres, évidemment, et en tout cas pour certains, il y a une décroissance qui semble obligatoire d'un point de vue non seulement écologique, mais d'égalité sociale. Donc c'est toute une réflexion à poser sans dogmatisme, semble-t-il. Alors, il y a une question à ma gauche. Ah pardon, allez-y. C'est le monsieur d'une heure. Je suis confus parce que je ne vais pas vous donner des informations extraordinaires, mais il me semble qu'il y en a une qui pourrait intéresser ceux qui s'intéressent aux problèmes politiques et à l'institutionnalisation de la politique. Je connais par les médias, et parce que je l'ai entendu en conférence, le professeur Dominique Bourg de l'Université de Lausanne, et qui est un Français d'origine, qui a épousé maintenant une Suissesse qui est double nationale. Il est donc double national. Je le trouve très brillant, très connaisseur du problème écologique. Il fait partie des conseillers de Nicolas Hulot. Vous savez que Hulot a été invité 3 fois au Vatican, d'après ce qu'a écrit La Vie. Et lorsque le pape a donné son encyclique, Dominique Bourg a commenté à la télévision suisse cette encyclique très positivement, ce qui ne m'a pas trop étonné. Et alors Dominique Bourg a écrit un certain nombre d'ouvrages. Je n'en ai lu aucun, mais je l'ai entendu en conférence et dans les médias. Et voilà, c'est le drame des conférences. Les gens écoutent et ne lisent pas. Alors, ceux qui s'intéresseraient aux propositions institutionnelles pour changer la politique en France, cherchez Dominique Bourg sur Internet, puisque vous croyez à ce progrès-là, utilisons-le positivement, et vous verrez qu'il y a des ouvrages, il y en a un qu'il a écrit avec un Américain, sur comment faire la politique aujourd'hui, quelles institutions politiques faut-il. Et il en a écrit un tout récent, qui est plutôt un pamphlet sur la politique française, ça s'appelle quelque chose comme le coq français, etc. Alors, je ne prends pas directement position, je ne connais pas très bien la politique française, mais je crois savoir que le peuple français n'a jamais été consulté directement quant à la politique nucléaire de la France, que ce soit sur le civil ou le militaire, qui me paraît quand même extrêmement important. C'est quand même une lacune incroyable. Et je voulais aussi dire que la Suisse n'est pas parfaite, elle a une démocratie directe, elle est souvent lente, mais ça m'interroge quand même de penser que la Suisse a décidé de ne plus construire de centrales nucléaires. Elle l'a fait dans une période très particulière où il y a eu une majorité de femmes au gouvernement suisse. Merci. Bien. Alors, donc je rappelle qu'on va avoir une journée entière consacrée à la politique. Carole. Et qu'on va explorer tout ça. Donc Carole Fabre, ça sera la dernière question. Je ne sais pas où sont les jeunes journalistes en herbe. Ils sont un petit peu en retard pour faire la revue de presse. C'est affreux parce que tu te fais lâcher. Hein. Ils sont dans l'herbe. Ils sont dans l'herbe. Alors Carole. Oui. Je reviens sur le progrès technique là dont on parlait tout à l'heure. Parce que donc dans votre livre, je vois que vous avez quand même fait dans votre choix des défricheurs. Vous êtes parti plutôt sur des communautés, des personnes qui rejettent un petit peu le progrès technique, notamment dans le mouvement Colibri, etc. Personnellement, moi, j'essaye de faire des ponts avec tout le mouvement issu des logiciels libres, donc tous les défricheurs du numérique, et qui essayent de penser un partage, une collaboration. Alors d'abord, partage des connaissances, hein, donc tout l'esprit Wikipédia, etc.,
et les gens qui s'organisent aussi pour récupérer les savoir-faire, donc dans les Fab Labs avec les imprimantes 3D, qui essayent de récupérer un numérique ouvert et libre. Et ça va jusqu'à des open hardware, donc c'est-à-dire ouvrir les brevets. Il y a actuellement une ferme à Lyon qui a pris exemple sur des fermes qui existent aux États-Unis, qu'on appelle Open Farm, où tous les outils de la ferme sont documentés, ouverts. Les moteurs, il y a les plans des moteurs qui sont partagés. Et voilà, donc c'est aussi des défricheurs, mais qui ne négligent pas la technique. Vous avez des gens qui inventent des petits robots actuellement qui peuvent défricher justement les champs pour pas mettre de pesticides, désherber, vous voyez. Et tout le logiciel est ouvert et les gens peuvent partager, contribuer, améliorer. Et je pense que c'est un défrichage qui est très important à l'heure actuelle. Et je trouve dommage que le pont ne soit pas fait entre ces défricheurs de communautés dont vous avez parlé, notamment beaucoup d'exemples du mouvement Colibri, et le pont n'arrive pas à se faire alors qu'on est finalement dans les mêmes logiques. Comment sortir de cette société de croissance capitaliste, etc. Voilà. Bien. Vous avez raison, et d'ailleurs, je pense que c'est vrai que je n'ai pas beaucoup parlé de ces logiciels libres. On ne peut pas parler de tout, déjà que mon angle était assez large. Mais c'est vrai qu'on peut faire, et se fera de plus en plus sans doute, le lien entre ce type de progrès immatériel, entre guillemets, d'échange logiciel libre, et puis des initiatives de terrain plus traditionnelles. Et en tout cas, ce qui est vrai, c'est que on a il y a toute l'économie collaborative. Mais alors là aussi, ça me donne juste l'occasion de dire un mot sur le fait que toutes ces initiatives changent la société avec toujours, mais ça c'est normal, le risque ou la chance, comme on veut. Soit le risque, c'est la récupération par le système. On le voit dans l'économie collaborative. Vous avez parfois, maintenant, Airbnb, c'est du business pour pas mal de gens. Et le covoiturage aussi risque de prendre cette direction. Mais la chance, c'est que ça change les mentalités, ça change les comportements, et ça fait évoluer la société. Donc on est dans une dialectique un petit peu complexe. Alors, Jean-Claude, désolé, les jeunes arrivent, donc on va leur laisser la place pour tenir les horaires. Non, vous n'êtes pas prêts ? Si, vous êtes prêts. Pardon ? Ils arrivent doucement, mais moi j'ai encore une petite chose à vous dire. Donc merci beaucoup pour ce beau débat. Merci vraiment. C'est moi qui vous remercie. C'est d'autant plus riche qu'on a beaucoup de gens très compétents dans le public. Un public exigeant. Un public exigeant, voilà. Et il y a beaucoup de choses qu'on a évoquées, juste évoquées là aujourd'hui, qui vont être creusées demain et jeudi, bien sûr. Une dernière petite chose, donc je rappelle, parce qu'après je ne vais plus reprendre la parole, je la donne aux jeunes et on va aller manger pour les premiers services. Pour les animateurs d'ateliers, tout à l'heure on se donne rendez-vous au fond du chapiteau pendant quelques minutes pour un petit débriefing, mise au point. Voilà, donc les jeunes. Merci beaucoup.